bienvenue au PaySecure, épisode spécial PME. Je suis accompagné de Claude. Comment vas-tu? Bonjour Nicolas, moi ça va très bien. Et on reprend notre habitude qu'on a faite l'année passée, l'été passé, c'est-à-dire enregistrement au chalet. Fait que je te laisse la parole et tu me poses des questions, puis on va foncer avec ça. Ben, merci beaucoup Nicolas de m'avoir réinvité. Moi, c'est plus toi qui m'as invité chez vous, là, mais bon. Oui, c'est ça. Mais on ne comptera pas les péripéties de monter ici. Mais premièrement, je tenais à prendre la parole pour te remercier pour le Secure avec toute ton équipe. Ça a été j'ai participé en tant que participant assis à un participant lambda. J'ai rien fait. Puis, dans le fond, j'ai écouté, puis je voulais tenir à te remercier. Puis, c'était vraiment intéressant. Ça fait que les choses étant dit, on va faire, dans le fond, on va parler encore de PME. Moi, j'ai la chance de travailler avec certaines PME. Puis, il y a des questions qui m'ont posées, puis je pense que les gens pourraient être intéressés à voir. Dans le fond, c'est que je voudrais savoir sur un poste de PME. On parle que ce soit un portable ou un poste. C'est quelle sorte de configuration pour que la sécurité soit augmentée? C'est une question qui est très vaste. Considérant qu'il y a plusieurs types de systèmes d'exploitation, même en PME, on va en trouver une diversité. Tout dépendant comment ils vont, dans quelle direction ils vont avec quel genre de système d'exploitation. Généralement, il y a des gabarits qui sont déjà préfaits, qui sont suggérés justement, qui vont nous aider à les configurer correctement. Si on a un système de gestion centralisé, c'est plus facile. Si c'est un peu plus pour les plus grosses PME, pour les plus petites, ben, on est capable d'appliquer ces gabarits-là de façon individuelle par machine pour nous aider à protéger ces machines-là. Ça, c'est une chose. Puis la deuxième, c'est de les garder toujours à jour. Puis ça, on ne peut pas répéter assez. Toujours garder vos systèmes d'exploitation à jour. C'est prendre la meilleure façon de vous protéger contre n'importe quel problème, là. Mais quand on dit, mettons, souvent on arrive dans certaines PME, puis les portables ou les postes sont ouverts 24/7, on pourrait presque dire. Y a-tu, j'ai pas besoin de parler que le mot de passe à l'ouverture, c'est un minimum, mais y a-tu des façons d'aborder avec le client ou les personnes pour dire, écoute, c'est je sais pas si je m'en vais avec ça, mais c'est-tu le besoin? Y a-tu un risque? Si les portes sont barrées et puis l'ordinateur? Ben, l'analogie la plus facile pour aider les gens à comprendre, parce que c'est abstrait. Un ordinateur, ça a l'air comme ça, puis on voit pas trop ce qui se passe, puis tout est invisible à notre regard. La meilleure analogie, c'est comme un édifice physique, un entrepôt, une maison, des choses comme ça. Donc, dans ces genres d'édifices-là, on va mettre des mesures minimales en place pour s'assurer que pas n'importe qui rentre dans notre maison, dans notre entreprise. Comme sur un ordinateur, on va prendre des mesures pour faire que c'est pas n'importe qui peut rentrer sur notre ordinateur. Et puis, il faut considérer que notre ordinateur contient beaucoup d'informations sensibles, qui sont précieuses, qui aident notre entreprise à fonctionner. Donc, si on parle de contrôle de ces informations-là, ou si on s'est fait voler ou les fait effacer, ça peut nous causer un énorme problème. Donc, on va protéger ces postes-là parce qu'ils vont disposer majoritairement de notre façon de faire d'entreprise, de notre liste de clients, de notre recette secrète qui nous permet d'être comme ça, comme toi, tu es un ancien chef. La recette secrète est très importante parce que certains restaurants vivent que sur le secret de cette recette-là qui leur donne leurs caractéristiques. Donc, si on parle de contrôle de cette recette-là, ben, ça peut mettre en péril notre entreprise au complet. Donc, on vient protéger l'information. Bon, on parle beaucoup d'information, mais même si elle n'est pas sur du papier, elle est dans l'ordinateur, il faut l'en protéger de la même façon que si elle était sur du papier. Comme du papier, on le mettrait dans le coffre-fort, mais là, on va mettre un coffre-fort virtuel par des mesures de sécurité, notamment le chiffrement, des mots de passe, comme tu m'as mentionné, comme mot de passe étant la combinaison du coffre-fort, essentiellement. Il faut que n'importe qui soit capable d'ouvrir le coffre-fort. Donc, on ne partage pas ça à n'importe qui, cette information-là, essentiellement. Tu parles justement d'encryption. Si on fait, il y a des systèmes, Microsoft, entre autres, un système pour encrypter le disque dur. Par contre, si on ne met pas de mot de passe à l'ouverture, est-ce que l'encryption est bonne pareil? Oui et non. Il y a deux parce que l'encryption sur un ordinateur sert à deux objectifs. Le premier, c'est que si on perd l'ordinateur, donc à ce moment-là,
Si on parle de l'ordinateur et on est capable de le démarrer sans mot de passe, ben là, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose puisque le coffre-fort, il est essentiellement pas verrouillé. Si on a un mot de passe, effectivement, là, on a verrouillé. Ou si on perd le disque dur, souvent, des fois, c'est ça que les voleurs vont aller chercher juste le contenu du disque. Et si on perd le disque, effectivement, là, on n'aura pas, comme il n'y a pas d'élément, la clé n'est pas avec, on ne sera pas capable d'ouvrir, de voir le contenu. Mais il demeure le mot de passe pour ouvrir l'ordinateur, c'est la combinaison du coffre-fort. Même si on a un coffre-fort, puis ça ne sert à rien si on le verrouille pas, on ne met pas la combinaison dessus à ce moment-là. Là. Ça perd un peu son utilité, même si on a un coffre-fort. Là. OK, c'est bien. Dans le fond, les antivirus. L'antivirus qui est fourni avec... on va parler de Windows parce que je pense que 90% des PME doivent travailler avec du Windows, mais peut-être qu'on n'est pas au courant, mais on abordera d'autres sujets à ce sujet-là plus tard. On parle d'antivirus moderne. C'est quoi la différence entre un antivirus? Est-ce que le Defender qui est sur Windows, est-ce que c'est un antivirus on peut considérer comme moderne? Oui, ben, la différence, puis j'aime bien t'amener ça, la modernité là-dedans, c'est, disons, d'ancienne génération, de nouvelle génération, les antivirus ont évolué dans leur façon de fonctionner pour augmenter le niveau de protection qu'il y a sur les machines, sur la façon que les attaquants ont évolué depuis les 30 dernières années. On n'est plus dans le même type d'approche. Les solutions modernes, par le Defender qui vient avec Windows et dans l'environnement M365, est généralement suffisant pour la plupart des gens, les PME qui ne sont pas dans des domaines spécialisés. Ça va faire le boulot. Ça va arrêter pour un 95% des problèmes. Ce n'est pas parfait pour rester prudent. Ça ne veut pas dire que vous avez un antivirus comme Defender dit moderne, que vous pouvez ouvrir n'importe quoi sur Internet pour autant, des choses comme ça. Ça va vous protéger de la vaste majorité, comme notre système immunitaire va nous protéger de la vaste majorité, sauf que s'il arrive avec une attaque récente qui n'est pas connue, ben on ne sera pas protégé indépendamment de la qualité du système de protection qu'on a si on est imprudent. Donc, il faut faire attention de ce côté-là. Là. Souvent, on entend parler aussi de EDR, XDR. Pourrais-tu expliquer aux gens, c'est quoi vraiment ces trois lettres-là? Là? Oui, c'est maintenant, tout est rendu DR. Là. Peu importe le XDR étant le Extended Detection and Response. Essentiellement, ce que tu pensais d'antivirus moderne, c'est ça. C'est ces systèmes-là qui ont changé la façon de surveiller les ordinateurs, d'aller sur des bases de signature de fichiers. Un fichier méchant, on était capable de le détecter parce qu'il y avait une signature qui lui était propre. Ou maintenant, on a une signature au niveau du comportement. C'est ce que les EDR vont apporter ou les XDR vont apporter. C'est cette capacité-là de détecter un comportement qui est anormal, donc qui est un signal fort sur le fait qu'il y a quelque chose de mal qui se passe sur la machine. Et pas juste qu'il y a un fichier qui est mal, mais il y a un comportement qui est mal. C'est l'énorme différence. Donc, c'est important maintenant d'avoir des EDR ou des antivirus modernes justement pour bénéficier de cette analyse comportementale, de voir des comportements étranges versus juste des fichiers étranges. Ah, c'est bien. Puis, dans le fond, il y a une autre question. Là, c'est une question piège, Nicolas. Qui, dans une PME, a les droits admin sur son poste? Le moins de personnes possible. Normalement, c'est une relique d'une ancienne époque d'avoir les droits admin. Puis je ne sais pas pourquoi les gens attachent énormément d'émotions à ça. Quand dans les faits, il ne faut pas avoir ce genre d'accès-là. Ce serait comme d'être capable de reconfigurer des paramètres de son moteur automobile et de le faire exploser parce qu'on ne s'y connaît pas. Si on n'est pas un ingénieur en mécanique automobile, généralement, ce n'est pas une bonne idée d'aller jouer aussi profondément tout ça dans la machine parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, on peut briser. Même chose avec l'électronique. Si on commence à jouer à l'électronique et on n'a pas de compétences dans l'électronique, c'est pas une bonne idée. On risque de griller ou de prendre un choc électrique au passage. Donc, il faut faire très attention. C'est pas fait pour ça. Puis c'est pas mal de ne pas avoir accès à admin parce que ça nous protège et on n'en a pas de besoin dans le régulier. Quand je conduis mon automobile, je ne suis pas un ingénieur automobile. Je suis un conducteur de mon auto. Je ne suis pas l'ingénieur qui l'a construit ou je ne suis pas le garagiste qui l'entretient. C'est des fonctions différentes. Donc, on laisse à ces gens-là cette capacité-là et cet accès-là qui est plus grand. Et l'effet collatéral à ça, c'est que si on clique sur un lien dangereux, on fait infecter notre machine. Si on est administrateur, on donne le droit, donc l'attaquant va avoir le même droit que nous. Si c'est plus petit, si c'est juste notre droit à nous, ben on va être capable de contenir l'attaque à un espace beaucoup plus petit, donc de limiter les dommages.
Au lieu de partir avec les secrets de l'entreprise, il va partir juste avec la facture du mois qui était sur l'ordinateur en question à ce moment-là. Ah, c'est bien. Dans le fond, là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de VPN, cet éternel inconnu. Puis, on voit souvent des annonces, prenez un VPN XYZ, ça vous protège contre ci. Mais en PME, un VPN, c'est... Il y a deux types de VPN. Il y a les annonces que tu fais mention, c'est les VPN dits commerciaux. C'est-à-dire qu'il y a une compagnie, on va acheter d'une compagnie tiers un accès dit VPN pour soi-disant nous protéger d'un paquet de choses super méchantes. Le marketing est un peu beaucoup trompeur sur la capacité ou la fonction réelle d'un VPN, ce que ça peut nous apporter, surtout dans un cas d'une PME. Puis, comme tu mentionnais en entrée de jeu, on en a du Secure. Au Secure, on en a parlé de ce genre de mythe-là qui persiste encore de nos jours. Il y a le Hacklore qui est disponible sur le site du podcast, notamment en français, que j'ai traduit, qui justement ramène ces mythes-là, notamment celui-là et de façon indirecte qui est mentionné. C'est pas un problème dans les technologies qu'on a à l'heure actuelle. Parce que maintenant, ce que le VPN servait à protéger anciennement, c'est-à-dire de voir quelqu'un peut voir le contenu de la communication. Maintenant, comme toutes les communications sont chiffrées de façon native, naturellement, ce besoin-là n'existe plus pour 95% des gens. Le 5% des gens ont des fonctions très particulières qu'on trouve rarement dans une PME, donc ils n'ont pas besoin de ça. L'autre facette, si vous avez besoin d'accéder à l'intérieur de votre réseau protégé, de l'endroit où vous êtes, peu importe où dans le monde, vous pouvez avoir un VPN vers votre infrastructure à vous, vers vos choses à vous. Donc, c'est votre VPN, ce n'est pas un VPN de NordVPN ou Proton ou peu importe la compagnie que vous procurez. Donc, c'est votre VPN que vous installez dans votre entreprise qui permet d'accéder à des fichiers qui ne seraient pas accessibles de l'extérieur normalement. Donc, ça a eu un bénéfice pour permettre une extension du réseau de votre entreprise à l'extérieur à ce moment-là. Mais le danger, c'est, on en parlait un peu avec les postes mal sécurisés, et ainsi de suite. Si vous faites ça, vous branchez avec un poste mal sécurisé, bien, vous risquez peut-être d'ouvrir un chemin vers votre entreprise, vers vos secrets, vers des gens qui sont mal intentionnés. Mais là, tu as l'air à dire que quand tu installes un VPN en entreprise, tu ne collectes pas directement sur le serveur? OK, la question, elle a plusieurs facettes. Si ton poste est sécurisé, il y a toujours des présomptions qui sont faites, c'est-à-dire qu'on présume que les postes sont suffisamment sécurisés, donc le fait d'usage du VPN pour se brancher au réseau d'entreprise et donc au serveur de l'entreprise est sécurisé correctement. Sauf que si votre poste n'est pas sécurisé et sur des réseaux non sécurisés, vous avez des données sensibles, là, vous vous exposez peut-être à des problèmes. Même si vous montez un VPN temporairement, bien, vous pouvez utiliser ce VPN-là, peut être un vecteur vers votre réseau d'entreprise. Donc, il y a une connaissance minimale qui doit être faite. Et on ne fait pas ça au hasard. Là. Comme je pensais de mon exemple d'auto, bien, vous devez parler à un ingénieur automobile, faire certaines modifications à votre automobile parce que ça a des conséquences que le commun des mortels. Le commun des communs, tout le monde qui conduit une auto n'a pas nécessairement ce degré de connaissance. Là. Parce que souvent, on entend parler que les gens en PME se branchent directement sur le serveur de comptabilité pour avoir accès à faire là. Ben, s'ils utilisent un VPN, ça vient protéger la connexion, mais là, c'est l'autre aspect, là, tu parles du périmètre de l'entreprise. Normalement, on installe des murs sur nos maisons pour ne pas laisser n'importe qui rentrer. Le réseau de votre entreprise, c'est la même chose, d'avoir un coupe-feu qui vient délimiter entre l'espace public et votre réseau. Donc, n'exposez pas votre serveur de comptabilité sur les grands Internet parce qu'en l'espace de quelques heures, il va être pris en contrôle par des méchants et le contenu va être complètement volé à ce moment-là sans autre formalité. Là. Ah, c'est bien. Dans le fond, pour finir dans le côté volet de postes, on voit souvent des fois, c'est marqué Hello Microsoft. C'est-tu une option de sécurité? Oui, c'est la façon de s'authentifier de Hello, je trouve que c'est une drôle de façon de le nommer, mais bon, bref, c'est la façon que Microsoft a décidé de nommer son système de ce qu'on appelle sans mot de passe ou passwordless en anglais, qui est un modèle d'authentification plus sophistiqué, plus supérieur, qui offre justement des capacités d'authentification facilitées pour les utilisateurs parce que c'est moins intrusif et conserve en même temps un niveau de sécurité très, très élevé et la disparition essentiellement du mot de passe. Parce que quand on utilise ces mécaniques-là, il n'y a pas de mot de passe associé au fait de se brancher. Et donc, dès lors, il n'y a pas de mot de passe à voler. Donc, toute la mécanique qui est en arrière de ça est beaucoup plus robuste et résiste mieux aux attaquants qui voudraient voler votre identité. Puisque, en ce cas-ci, il n'y a pas de mot de passe associé. C'est une
si on rentre dans le détail, un peu une clé cryptographique qui est associée au scan que Hello fait pour vous permettre de vous authentifier. Donc, ça ne sert à rien. Le voleur ne peut pas rien faire avec. Ah, c'est bien. J'aimerais ça qu'on parle aussi un peu des sauvegardes. Je voudrais que tu reviennes, que tu parles, qu'est-ce qu'on sauvegarde? Pour une PME, là, il y a souvent des oublis. Puis je vais te laisser parler, puis si tu oublies ce que je voulais, vers où qu'on s'en va, ben je vais. Les sauvegardes, c'est d'avoir une seconde copie ou jusqu'à 3, parce que normalement, on a une approche 3-2-1 qui est utilisée justement pour on a 3 copies sur deux médiums différents, puis là. Donc, ainsi de suite, cette approche-là nous permet d'avoir une copie de nos informations critiques. Juste nos informations critiques qui sont essentielles. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, on perdait un ordinateur, finissait par se briser mécaniquement, on se le faisait voler, ou il y a un méchant qui réussit à entrer dans votre réseau puis qui vient chiffrer l'ensemble de votre contenu, mais pas chiffrer de façon positive, comme on en parlait précédemment, mais chiffrer pour vous nuire, donc vous empêcher l'accès. Ces backups-là, ces sauvegardes-là sont très importantes pour vous aider à revenir. Franchement, parce qu'il y a des coûts associés avec les sauvegardes, il y a des compagnies qui offrent des services de ce type-là. On va sauvegarder principalement nos données, donc on ne sauvera pas le système d'exploitation, on ne sauvera pas le restant. Question d'économie de volume et de prix associés. Mais on va sauvegarder ce qui nous permet de continuer notre entreprise. On revient toujours le poste, quand d'entrée de jeu, tu parlais de sécuriser le poste. Le poste sert à manipuler des informations sensibles. Donc, ces mêmes informations, autant on va sécuriser le poste pour pas que les gens puissent voler le contenu ou s'en aller avec, autant la sauvegarde va nous aider, dans le cas de perdre du poste, à ramener ces informations rapidement puis nous aider à être capable de continuer à opérer notre entreprise. C'est bien, mais quand on utilise, mettons, les courriels, est-ce qu'on peut sauvegarder nos courriels? Oui, on peut le faire si on va utiliser des systèmes infonuagiques, disons M365, Google Workspace. Il existe des services de sauvegarde qui nous permettent de sauvegarder les données à l'extérieur de ces systèmes-là. D'un coup qu'on perde le contrôle ou c'est ce qui excite un peu plus les gens, c'est la souveraineté numérique. Donc, si on perd le contrôle, peu importe pour la raison, puis on perd le contrôle de nos courriels, on va les avoir dans un site externe qui nous permet de récupérer ces informations-là. Si on en perd le contrôle ou si on les efface par erreur, on efface des courriels, on est capable de récupérer de ces copies de sauvegarde-là selon les paramètres qu'on aura choisis. Ah, c'est bien. Puis, dans le fond, les logiciels de sauvegarde, on voit que si on regarde sur Internet, on va regarder dans Google, on va dire « Trouvez-moi un logiciel de sauvegarde ». Puis, on voit, mettons, entre autres, certaines compagnies offrent la sauvegarde sur le poste, dans le cloud, protection de cybersécurité, cyberprotection et choses de même. Tu sais, le all, tant qu'à all de kit. Oui, c'est difficile pour les entreprises de se retrouver, les PME qui n'ont pas nécessairement de personnel spécialisé dans ces domaines-là, de différencier toutes les options qui leur sont disponibles. Le marketing est un peu mal fait pour ça, en tout cas, où il est fait de trompeur justement pour amener les gens de façon à consommer des services qui n'ont pas nécessairement de besoin. Mais on va suggérer la sauvegarde des informations, que ce soit sur le poste ou sur un serveur, dans un endroit distinct, que ce soit en infonuagique, que ce soit sur des copies à côté, que vous amenez chez vous, ou peu importe la stratégie que vous prenez, il faut que les copies soient à l'extérieur de votre système. Donc ça, c'est un élément de base. Si c'est en infonuagique, même pas, peu importe, comme on mentionne du chiffrement de disques tantôt, ces backups-là doivent être chiffrés parce que soit s'ils se trouvent en infonuagique, sont stockés dans un service tiers que personne ne doit avoir accès, ou si vous le transportez à la maison, et également, si vous perdez la copie dans le chemin, il ne faut pas que personne soit capable de récupérer le contenu. Donc, dans les deux cas, ils doivent être chiffrés pour protéger le contenu, mais il faut le sortir absolument du réseau de votre entreprise. Une copie de sauvegarde qui est à la même endroit que ça ne sert pas à grand-chose. Si on prend l'exemple du bris mécanique, donc d'un incendie dans votre entreprise, si vos papiers d'entreprise sont dans l'entreprise à côté, mais pas dans un endroit sécurisé, s'il y a le feu, ils vont passer au feu avec le restant aussi. Donc, il faut les mettre dans un autre site pour éviter justement la deuxième copie qui ne brûle pas en même temps que la première, en l'occurrence. Mais quand on parle d'une copie, on va rentrer peut-être plus dans les détails parce que tu sais que je travaille un peu là-dedans par moment. C'est quand on parle de copie qui est online puis offline, hors réseau, excusez pour l'anglicisme. Est-ce qu'une PME, faut absolument que ces principes de base-là soient appliqués?
Oui, maintenant, on n'a plus le choix d'aller comme ça. Puis c'est ce que je mentionnais, du fait de garder ses papiers, soit dans l'entreprise ou les sortir de l'entreprise, donc offline essentiellement, ou hors site, va protéger ces informations-là s'il y a un feu dans votre édifice, dans votre entreprise, dans les bureaux, puisque la copie est à l'extérieur. Si on ramène ça en informatique, si on se fait attaquer par un rançon logiciel, il chiffre tout le contenu de nos données. Si notre copie de sauvegarde est accessible, il va la chiffrer en même temps. Donc, on n'aura pas capable de la récupérer à ce moment-là. Il va littéralement l'effacer dans certains cas. Donc, on perd l'accès à cette copie-là. Donc, on n'est plus capable de ramener nos informations parce qu'ils sont accessibles par l'attaquant. En l'ayant à la maison, par exemple, ou dans un site sécurisé de type Iron Mountain, par exemple, mais l'attaquant n'est pas capable d'y accéder parce qu'il n'y a pas de lien réseau pour y accéder. Quand on embarque dans des solutions info-nuagiques, il faut toujours prendre en considération que il ne faut pas que les comptes soient liés, il ne faut pas que l'attaquant soit capable de remonter à votre solution info-nuagique et donc d'aller effacer vos backups justement parce qu'il va nuire à votre problème. Dans le fond, là, merci beaucoup. J'ai d'autres questions, mais qui suivent à PME, mais vu que je pense que tu veux tenir à peu près une quinzaine de minutes, j'aurais une question. J'essaie d'implanter une nouvelle sorte de question. On va appeler ça une question noire pour la mettre en français. Dans le fond, c'est une question en 2 volets. Nicolas, il est à peu près au courant de ce que je vais poser, mais ce n'est pas nécessairement ma question. Nicolas, j'aimerais ça, avec les connaissances que tu as du milieu présentement, qu'est-ce qui se passe mondialement? Que tu me dises, si tu serais un hacker, tu me dises quel type d'attaque que tu ferais. Mais je veux que tu en parles un peu, mais je veux pas que tu rentres dans les détails pour que quelqu'un qui écoute le podcast parte avec des pistes de « Hey, je vais faire ça ». Ça a l'air que tout le monde est à la mode. Puis, après ça, tu me dis comment on fait pour contrer ce type d'attaque-là. Là, pour la contrer, vu qu'on parle pour des PME, tu mets plus de détails possibles. Ce qui se passe à l'heure actuelle, les attaques les plus courantes, c'est celles des rançons logiciels. Fait qu'on a largement parlé de ça, comment se protéger, c'est-à-dire que les attaques types, donc la façon de faire de l'argent le plus efficacement, c'est d'attaquer par rançon logiciel et de demander justement une rançon à la compagnie pour se faire payer. Ce qui va avec. Ce qui fait que le marché est très lucratif, c'est que les entreprises ne sont pas préparées à ça. Donc, tombent facilement, sont prêts à payer. Les criminels font de l'argent. Donc, si je me trouve dans une position comme ça, la façon de faire de l'argent rapidement, ça serait exactement celle-là parce que c'est la plus facile à l'heure actuelle, parce que les cibles sont encore trop faciles à attaquer. Mais dans le fond, ça revient presque quand j'étais jeune. Moi, j'aurais toujours rêvé de me partir une compagnie de factures puis envoyer dernier avis à des PME puis espérer qu'il y en a qui payent. Ça ressemble un peu à ce genre de stratégie-là. Oui, ça ressemble un peu à ce genre de stratégie-là parce que les cibles sont trop faciles. C'est là où vous en est. Fait que, encore à ce jour, mes cibles seraient probablement des PME parce que c'est celles qui sont les moins bien protégées. Ils n'ont pas des copies de sauvegarde. Tout ce qu'on a discuté, ils n'ont pas de copies de sauvegarde, ils ne sont pas protégés, ils n'ont pas de bons faux, ils n'ont pas de mots de passe, pas de bonnes choses comme ça. Fait que comme je ne veux pas travailler fort, je veux un maximum d'argent, ça en demeure encore le chemin le plus facile pour faire un maximum d'argent. Puis c'est d'ailleurs pour ça que les attaquants sont encore très actifs dans cette sphère-là. De moins en moins, heureusement, parce qu'il y a de plus en plus de PME qui prennent des moyens efficaces pour lutter contre ça. Mais encore trop de PME qui sont fragiles et qui serait facile à les extorquer de l'argent de cette façon-là. Et comme ça, tu vois, je n'ai pas donné de moyens techniques pour aider les gens, mais j'ai expliqué le concept. Mais si quelqu'un veut se faire en sorte de moins possible, c'est quoi la meilleure solution? On revient toujours. Si vous êtes des backups qui sont en ligne, comme tu mentionnais justement, parce que si on se fait attaquer, on va être capable de revenir. On n'aura pas besoin de payer la rançon parce qu'on va être capable de revenir. Protégez vos informations, s'assurer que vos informations sont sensibles, ne sont pas à tout le monde. Donc, le code administrateur n'est pas pour tout le monde, il est juste pour les personnes qui opèrent vos opérations, vos fonctions de TI, qui, eux, ne devraient pas accéder à vos informations d'affaires. Donc, on a plein de petites mesures comme ça qui sont mises, qui, ensemble, vont limiter ou lutter efficacement contre ça. Et c'est là où les attaquants lâchent prise le plus rapidement, puisque la tendance qu'on voit en 2026, c'est encore facile de rentrer dans les réseaux d'entreprise. Par ailleurs, comme justement les PME ont de plus en plus des copies de sauvegarde, ont de plus en plus mieux séparé leurs environnements, ou avec des mots de passe ou des MFA, les méchants sont de moins en moins capables de monétiser cette capacité-là. Donc, on le voit, le changement qui est en train de s'opérer.
mais encore, le marché est encore très, très massivement de ce côté-là. On peut-tu quantifier ou monétiser une cyberattaque dans mettons, une moyenne PME? C'est sûr que si vous avez... y a-tu on peut-tu mettre un chiffre à peu près comment ça peut coûter une journée de cyberattaque? Mais ça doit arriver toujours un vendredi soir vers 3-4 heures là, avant que les gens partent en congé. Y a-tu une règle au pouce? Moi, je ne suis pas spécialisé dans ce domaine-là de chiffrer ces attaques-là. Mais on va calculer généralement pour un vendredi soir, genre, il faut appeler l'équipe d'urgence, c'est 100 000 par jour que ça va nous coûter. Donc, c'est tout le fait d'avoir l'importance d'une cyberassurance pour pouvoir encaisser ces coûts-là, parce qu'il y a des PME qui font faillite quand ils se font attaquer. Parce que le coût de remise, le coût des experts pour remettre ça à l'endroit est très, très élevé. Parce que quand on appelle en urgence, généralement, ils chargent encore plus cher. Donc, on a une priorité d'agir, des choses comme ça. Donc, ça n'a pas mis les mesures en place. Donc, on fragilise notre position, on fragilise notre entreprise de ne pas avoir mis des mesures, comme on a parlé dans cet épisode-ci, qui sont des mesures relativement de base qui permettent de nous protéger. Et même si on se fait attaquer un vendredi, de juste fermer notre réseau, attendre à lundi, puis prendre ça plus relax et pas payer 100 000 par jour parce qu'on a fait venir en urgence des experts. On est capable de travailler de façon plus relaxe. Mais encore là, il faut avoir prévu, il faut s'assurer que notre production continue à fonctionner. Il faut s'assurer parce qu'il y a des choses de production des fois qui fonctionnent avec les TI, de plus en plus maintenant. Puis il y a même des PME qui ne fonctionnent qu'exclusivement avec de l'informatique. Fait que si leur informatique tombe, c'est des coûts très importants qui peuvent avoir lieu, puis ça chiffre ça aussi très rapidement. Et c'est là aussi comment ça coûte. Il y en a qui peuvent perdre $1 million de revenus par jour si leur système arrête de fonctionner. Donc, il faut évaluer. C'est pour ça que les chiffres que je dis sont somme toute arbitraire, mais le chiffre est le coût de l'équipe d'opération et non le coût direct sur l'entreprise d'arrêter. Et si on prend l'exemple d'une entreprise qui produit, c'est l'arrêt de produire, puis son produit n'est pas suffisamment unique, on va se faire remplacer par des concurrents rapidement et potentiellement tomber en faillite parce qu'elle aura perdu ses clients. On est toujours dans un contexte où on fragilise énormément notre entreprise si on n'est pas préparé à une attaque, si on n'a pas mis les mesures de base en place. Et dans le fond, c'est un peu l'étendue de ce qu'on a parlé dans cet épisode-ci. Merci beaucoup, Nicolas. Tu réponds à toutes mes questions. Merci à toi pour les questions.